Bonjour à toutes et tous, je suis Yasmine Sadji et je représente aujourd'hui l'association Solidarité laïque, une association donc qui intervient sur le champ de la solidarité internationale et nationale et sur le champ d'éducation à la citoyenneté. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette carte blanche proposée par la CASDEN Banque Populaire. Le thème de la table ronde qui nous réunit aujourd'hui, Pardon, excusez-moi. Donc je rappelle le thème de la table ronde qui nous réunit aujourd'hui, les Jeux olympiques au cœur de la guerre froide. Alors nous verrons au cours de nos échanges de cette matinée que ces Jeux olympiques se sont fait l'écho d'enjeux politiques dans des contextes extrêmement imbriqués. Pendant toute la période de la guerre froide, de 1948 à 1988, l'histoire sera connectée entre l'Ouest, l'Est et les Suds. Ces espaces-temps que représentent ces Jeux olympiques auront été le théâtre de revendications, d'affirmations, de contestations et parfois de drames. Les éclairages et les analyses de nos intervenants, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui, qui reviendront sur des dates et des événements clés, nous permettront d'appréhender la pluralité et la complexité des enjeux et des réalités. Alors nos intervenants, je vais vous les présenter. Je vais commencer donc par l'autre femme du plateau, Sandrine Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à Reims et docteur de l'Institut universitaire européen de Florence. Et vous êtes notamment auteur de Décolonisation française, la chute d'un empire aux éditions La Martinière. Je vous présente Stéphane Mourlane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Aix-Marseille et vous êtes notamment co-auteur avec Aurélien Delpirou de l'Atlas de l'Italie contemporaine aux éditions Autrement. Bienvenue à vous. Merci. Yvan Gastaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Nice Sophia Antipolis. Et vous êtes notamment auteur de l'histoire politique des contes du monde, édité chez Vuillert. Bienvenue à vous. Merci. Et enfin, Pascal Blanchard. Bonjour. Chercheur associé au Centre d'histoire internationale et d'études politiques. Et vous êtes également auteur de Corps et couleurs, paru chez CNRS Éditions. Merci. Bien. Alors, bienvenue à tous. Je tiens à préciser que le cinquième intervenant, Nicolas Bancel, ne peut pas être malheureusement parmi nous aujourd'hui. Donc, on regrette sa présence et on pense bien à lui. Alors, vous avez un point commun. Tous les cinq, vous avez travaillé sur le programme pédagogique et citoyen Histoire, Sport et Citoyenneté, un programme initié par la CASDEN, partenaire premium des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et conçu par le groupe de recherche HAC. Donc ça, c'est votre premier point commun. Et votre deuxième point commun, à tous les quatre, et à tous les cinq même avec Nicolas, vous êtes tous co-commissaires de l'exposition éponyme qui est présentée actuellement à la bibliothèque Abbé Grégoire. Donc l'exposition Histoire, Sport et Citoyenneté, dont vous voyez le premier panneau derrière nous. C'est une exposition en 30 panneaux qui met en valeur 30 destins exceptionnels et 30 valeurs citoyennes sur les 30 Olympiades de 1896 à 2024. Alors moi, je voulais vous faire une petite boutade quand j'avais commencé à préparer la table ronde. Je voulais vous appeler mes 5 fantastiques aujourd'hui, mais vous êtes mes 4 mousquetaires. Ah, oui. Donc encore une fois, bienvenue à vous. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le sujet. Sandrine, avec vous, je voudrais qu'on revienne ensemble sur le dossier pédagogique qui accompagne cette exposition et voir avec vous comment ce dossier pédagogique fait le lien entre les Jeux olympiques et les programmes scolaires. Oui, merci beaucoup. Alors, on en a d'autres de points communs. On est tous sportifs. C'est important. On est des sportifs de la table aussi. On aime bien manger, boire. Voilà, c'est un point qui nous relie, qui fait un vrai esprit d'équipe. Et ça, je pense que c'est important quand on travaille sur le sport. Alors, le dossier pédagogique, effectivement, il fait le lien avec les programmes. C'est un peu dans ce sens-là qu'on l'a fait. Et d'ailleurs, il faut savoir que habituellement, nos programmes, c'est d'abord un livre, puis une déclinaison pédagogique. Et en fait, là, on a fait l'inverse. On a fait une exposition pédagogique accompagnée de son livret
à destination des enseignants et des élèves, et puis on fera le livre après. Et donc pour le coup, vous avez dans ce livret pédagogique extrêmement fourni, que vous avez soit en version papier, soit librement sur Internet grâce aux partenaires de la CASDEN, vous avez tous les éléments qui font référence effectivement au programme. Alors, ce matin, évidemment, c'est l'idée que les Jeux Olympiques font partie intégrante, sont le reflet, le miroir, voire anticipent certains éléments de la guerre froide. Et donc, vous avez comme ça des interférences avec l'histoire, donc les programmes d'histoire, d'une part, ça c'est important, et à chaque fois vous avez des déclinaisons, aussi bien pour le collège, le lycée, l'université et même le grand public. Bon, là, d'accord, il n'y a pas de programme pour le grand public, mais ça interpelle sur des points d'histoire particuliers. Donc on peut retrouver par exemple, la montée des nationalismes fin 19e et dans l'entre-deux-guerres. On retrouve la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, les enjeux économiques et sociaux pour les Jeux olympiques plus contemporains. Donc voilà pour les programmes d'histoire. Mais on a été assez vigilants également, toute l'équipe qui a travaillé sur ce volumineux dossier pour qu'il soit complet, de sorte qu'il interpelle également tout ce qui peut concerner les études d'affiches, par exemple, donc tout ce qui est artistique. Et ça, c'est très intéressant. On peut noter des courants artistiques à travers l'étude des affiches des Jeux olympiques. On a également, et dans l'exposition, c'est très prégnant, on a essayé de connecter chaque Olympiade, enfin Jeux olympiques, à une valeur. Et donc toutes ces valeurs telles que le fair play, l'engagement, le racisme, le féminisme, le handicap, etc., que vous retrouvez en filigrane de chacun des panneaux, permettent de rentrer aussi dans cette exposition via l'éducation manuelle et civique. Donc c'est quelque chose qui est crucial puisque ça permet à chacun d'entre vous, j'imagine qu'il y a beaucoup d'enseignants ici, de pouvoir amener vos élèves auprès d'un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, l'ensemble. On a essayé aussi de connecter à la réalité des classes, c'est-à-dire le faire en 1 heure. On a fait un parcours 1 heure, on a fait un parcours 2 heures et un parcours plus long, un travail en classe, etc., etc. Et enfin, on a travaillé aussi avec des collègues d'éducation physique et sportive, sport oblige, et on a aussi là des éléments intéressants pour les faire travailler et donc essayer de mettre en connexion des collègues de lettres, des collègues d'histoire, des collègues d'éducation physique et sportive, quand on sait qu'effectivement c'est une des préconisations, pour ne pas dire injonction de l'éducation nationale de travailler en groupe. Du coup, c'est ce à quoi on a essayé de répondre. Voilà pour la connexion entre cette magnifique exposition. Vous en avez quelques extraits, on n'a pas pu tout amener, puisque c'est 30 panneaux pour les 30 Jeux olympiques modernes, de 1896 à 2024. On a un peu anticipé sur l'avenir. D'où le petit problème pour les Jeux olympiques de Tokyo, un petit décalage avec 2 dates. Mais donc vous en avez quelques extraits à l'abbé Grégoire, donc la bibliothèque. Et une visite à 14h30. Et une visite, pardon, à 14h30 avec des célèbres co-commissaires Yvan Gastaut et Stéphane Mourlan. Bien, rendez-vous est pris pour 14h30. Merci Sandrine pour le rappel de cette interdisciplinarité qu'on voit très nettement et que vous nous avez décrite. Est-ce que vous pouvez, de manière plus générale, nous dresser vraiment le contexte de cette guerre froide, nous en dresser les périmètres de date et nous rappeler un petit peu ce contexte général, parce que je pense qu'ainsi tout notre public sera au même niveau d'information sur la guerre froide. D'accord, alors je suis désolée pour les enseignants qui connaissent bien ces éléments. Je vais essayer de le faire vite, parce que j'ai un timing serré. Donc, on va essayer de respecter les temps. Alors, on a la révolution d'octobre 1917, d'accord, donc on est assez éloigné de la guerre froide encore, et la naissance donc de l'URSS en 1922. Or, que décide en 1922 déjà Staline et donc l'URSS, c'est de ne pas participer aux Jeux olympiques qui étaient considérés, pour aller être très schématique, comme des jeux capitalistes, bourgeois, etc. Donc ils décident de pratiquer presque un isolationnisme, un peu à la manière des Américains, en tout cas dans ce qu'ils revendiquent,
donc un isolationnisme du point de vue sportif. Et ils organisent leurs propres jeux destinés uniquement aux pays communistes. Et au sortir alors, comment naît la guerre froide ? Vous imaginez bien que 1917, révolution communiste, naissance de l'URSS, peu de pays dans le monde sont favorables à cette révolution. Donc d'ores et déjà, et notamment aux États-Unis, dès les années 20, il y a la fameuse Red Scare, la peur rouge, qui naît et qui donc nourrit, je pense que c'est important de prendre un contexte large pour comprendre la guerre froide, qui nourrit cette animosité. Peu avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a cette alliance soviétique avec les Allemands. Vous imaginez bien que ça alimente encore plus la méfiance vis-à-vis du rouge, donc celui qui est prêt à vous planter un couteau dans le dos selon toute l'iconographie, les images que l'on montre. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une alliance de fait qui se pratique. Effectivement, suite à l'invasion, erreur stratégique très vraisemblablement de Hitler, qui ouvre un deuxième front. Ça, pour tout militaire, on sait que c'est très mauvais d'ouvrir un deuxième front. Donc l'Allemagne est prise en tenaille et le deuxième front, c'est l'entrée de l'URSS, effectivement, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a une alliance de faits qui se pratique, mais avec quand même des réticences prégnantes. Et donc, au sortir de la guerre, 1945, les grands se retrouvent dans des conférences, un peu obligés d'être là, puisque effectivement les Russes ont marché jusqu'à Berlin, ont permis aussi de gagner la Deuxième Guerre mondiale, et ont contribué énormément, avec 20 millions de morts, c'est quand même énorme. Et cette alliance, elle est nourrie de méfiance, et on cristallise, et donc on considère que la vraie naissance de la guerre froide, c'est 1947. 1947, pourquoi ? Parce que d'abord, il y a la doctrine Truman aux États-Unis, donc qui considère qu'il faut endiguer donc le communisme, contrôler son expansion. C'est vrai que les communistes ont commencé, grâce à leur victoire au moment de la Deuxième Guerre mondiale, à s'étendre, à saucissonner, à prendre le pouvoir dans pas mal de pays, à constituer leur bloc. Donc l'idée, c'est de l'endiguer, et pour ce faire, ils prennent un élément pratique qui est le plan Marshall. Et là, le plan Marshall, c'est de l'argent, du matériel, pour effectivement soutenir les pays qui sont complètement ravagés par la Deuxième Guerre mondiale et empêcher l'expansion du communisme, puisque pour les Américains, la pauvreté fait le lit du communisme. Et donc, on arrive en 1947 avec les Soviétiques qui répondent avec leur doctrine Jdanov. Et c'est là où on entre dans la guerre froide. Alors, quel est l'impact de cela sur les Jeux Olympiques ? Je vous l'ai dit, Staline avait cette idée qu'il ne fallait absolument pas participer aux Jeux Olympiques, ces jeux bourgeois et capitalistes, sauf qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et renforcés justement par leur présence au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il ne reste que les deux grands, ceux qu'on appelle les deux grands a posteriori, donc États-Unis et URSS, les deux grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée qu'il faut s'affirmer davantage, et ils souhaitent participer aux Jeux Olympiques. Dès 1946, l'URSS donc prend contact avec le Comité international olympique, considère que pour 1948, ça va être un peu, excusez-moi le terme, chaud, guerre froide, j'essaye donc de participer, parce que chaud au sens où ils ne parviendront pas à être suffisamment puissants d'un point de vue sportif, et donc ils décident de participer pour la première fois, les premières participations donc de l'URSS aux Jeux Olympiques, c'est Helsinki en 1952. Et je termine là-dessus, c'est jusqu'à l'implosion de l'URSS, je dis bien l'implosion, avec évidemment un état de facteurs que vous connaissez pour beaucoup, en 1991. Et donc les derniers Jeux Olympiques auxquels l'URSS a participé, c'est donc 1988. Merci Sandrine. Donc effectivement, vous rappelez le retour en tout cas des Russes en tant qu'union dès 1952. Il y a effectivement cette absence de 40 ans sur le terrain sportif. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette absence, en tout cas cette participation, qu'est-ce qu'elle nous dit du changement de la situation internationale ? Alors l'idée, c'est, oui, on peut considérer que j'ai oublié quand même l'élément majeur, c'est la définition de la guerre froide. La guerre froide, c'est donc un conflit indirect
D'accord ? Il faut à tout prix, au sortir de cette Deuxième Guerre mondiale, éviter le conflit direct entre ces deux armées. Pourquoi ? Pour un élément majeur, c'est que les deux, à partir de 1949, possèdent l'arme atomique. Et que de l'avoir testé, les Américains ont pu en voir la puissance en 1945 au Japon, de l'avoir testé, on sait pertinemment que la possession de l'arme atomique par ces deux grands pourrait conduire à la fin du monde. Et c'est là où on entre dans l'équilibre de la terreur, ce fameux équilibre de la terreur qui rejaillit sur les Jeux Olympiques. Ce qui est intéressant, mais je vais laisser ensuite la parole à mes petits camarades qui doivent ronger leurs freins, c'est que les Jeux Olympiques qui ont été souhaités par Pierre de Coubertin comme totalement apolitiques, qui ne devaient pas faire entrer le bruit ou la fureur du monde dans les Jeux Olympiques, et donc être quelque chose qui correspondait aux Jeux Olympiques anciens, à savoir une trêve y compris dans la guerre, en sont finalement le reflet, le miroir, voire, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose où on peut lire ce qui va se passer ensuite. Et donc, quand en 1952, il y a un exemple très intéressant pour tous ceux qui sont enseignants ici, si vous voulez faire entrer vos jeunes élèves dans la guerre froide. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on sait combien c'est compliqué aujourd'hui d'intéresser les jeunes à l'histoire, ou les moins jeunes d'ailleurs. C'est cette idée qu'en 1952, les Jeux Olympiques sont à tel point le reflet de la guerre froide qu'à Helsinki, il y a 2 villages olympiques. Il y a le village olympique de tous au centre de Helsinki, et donc de tous, je dis, le bloc capitaliste en règle générale. Et puis, il y a le village olympique soviétique qui se situe à 10 km. Alors, pour 2 raisons, quand il a été installé à 10 km de là, d'une part, éviter la contamination, on peut utiliser une terminologie, hélas, un peu trop d'actualité ces dernières années, donc la contamination des idées capitalistes auprès des soviétiques, d'une part, et d'autre part, éviter d'éventuelles fuites de sportifs vers le camp opposé. Sauf que, ce qui est là aussi assez emblématique, c'est que ces Jeux olympiques qui ne doivent pas être le reflet de la guerre, je vous l'ai dit, qui doivent constituer une trêve, eh bien finalement, dans la terminologie utilisée à l'époque, notamment par le camp occidental, utilise une terminologie très guerrière au sujet de ces villages olympiques séparés. Il utilise, par exemple, des termes comme camp retranché, comme enfermement, comme caserne. Donc on considère que... On va le voir, enfin, mes petits camarades vont vous évoquer plus la guerre indirecte sportive du point de vue sportif, mais il y a une guerre froide de communication aussi pendant les Jeux Olympiques. Et donc, on a cette idée que, comme on a du côté occidental l'idée de camp retranché, où on essaye de dire qu'il y a un mystère autour de ce village olympique, que c'est opaque, nécessairement les soviétiques se disent c'est très mauvais pour notre image, donc on ouvre le village olympique aux journalistes occidentaux et on montre que nos sportifs sont très fair-play, très communicatifs, très paisibles, très pacifiques. Et là, je pense que c'est un des éléments caractéristiques pour rentrer dans cette idée de division du monde en 2. Merci Sandrine pour ce retour sur 1952. Finalement, c'est un peu la glasnost avant l'heure, un petit peu. Stéphane Mourlane, avec vous, je voudrais qu'on fasse un petit bond. Je l'ai dit tout à l'heure, on va évoquer vraiment les Olympiades, enfin certaines, et on essaiera de revenir sur les autres. Je voudrais qu'on revienne sur 1956 et Melbourne. Alors 1956, contexte politique international hyper chargé. Est-ce que vous pouvez nous redresser le panorama de cette année ? Oui, alors effectivement, et d'ailleurs c'est intéressant parce que Sandrine l'évoquait, finalement, cet affrontement Est-Ouest, il se déporte sur des terrains périphériques, sur le plan géographique, y compris d'ailleurs par des affrontements armés dits de basse intensité, mais aussi sur des terrains plus symboliques, c'est la conquête spatiale, et effectivement, les terrains de sport constituent effectivement l'un de ces terrains d'affrontement. Et c'est pas tout à fait anodin que le CIO ait choisi, d'une part, Helsinki en 1952, qui est un pays qui est la capitale de la Finlande, pays neutre, et Melbourne en Australie, quelque part, déporte justement le conflit. Au passage, il convient de rappeler, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion, que le CIO, comme la plupart des grandes organisations sportives, déploie un discours fondé sur
l'apolitisme, sur une sorte d'imperméabilité justement du sport à la rumeur et parfois même à la fureur du monde. Alors ces Jeux de Melbourne en 56, ils sont les premiers à être organisés dans l'hémisphère sud, ce qui a d'ailleurs pour conséquence de réduire un petit peu le nombre de spectateurs, le public est moindre parce qu'évidemment le voyage est lointain. Il n'en demeure pas moins que 72 pays sont représentés. D'ailleurs, pas pour toutes les épreuves, puisque pour des raisons sanitaires de quarantaine, les épreuves d'équitation, elles, se dérouleront à Stockholm. Alors, dans l'imaginaire collectif français, Melbourne, c'est la victoire de Mimoun. Au marathon, Mimoun qui est resté dans l'ombre de Zatopek, qui est l'une des grandes vedettes de 1952, mais effectivement, tu as raison de le rappeler, ces Jeux sont marqués par effectivement le contexte, et ils sont marqués notamment par un triple boycott, et ces Jeux ne sont en rien des friendly games, comme le CIO le prétend. Il y a tout d'abord le boycott de l'Égypte, de l'Irak et du Liban qui dénonce la présence d'Israël en raison de la crise de Suez, qui s'est donc déclenchée en 1956 avec la nationalisation du canal de Suez par Nasser et l'intervention, c'est beaucoup le savent ici, de la France et de la Grande-Bretagne, en dépit d'ailleurs de l'opposition des États-Unis pour soutenir Israël. Donc, et d'ailleurs, le contexte de guerre froide n'est pas tout à fait absent, puisqu'il convient de rappeler que depuis l'année précédente, l'Égypte s'est fortement rapprochée de l'Union soviétique. Donc se joue quand même quelque part ici aussi la guerre froide. Boycott également de la Chine communiste, de Mao, qui n'accepte pas que le drapeau de la Chine de Formose, c'est-à-dire Taïwan, soit hissé dans le stade, et la délégation de la Chine populaire quitte le village olympique avant le début des compétitions. Et d'ailleurs, la Chine se retirera même des instances du CIO en 1958. Mais surtout, 56, au regard de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est Budapest. Il y a un lien entre Melbourne et... À plus de 20 000 km, mais le lien existe quand même. Exactement. On rappelle donc cette insurrection à Budapest contre le régime communiste hongrois, octobre-novembre. Les Jeux, on ne l'a pas dit, c'est un écho d'ailleurs à la prochaine grande compétition internationale, ne se déroulent pas l'été, ou en tout cas dans l'été de l'hémisphère sud, c'est-à-dire en hiver pour l'Europe. Et cette insurrection conduit à l'intervention des chars soviétiques le 4 novembre 1956, donc avec une féroce répression, des milliers de victimes. Et globalement, l'Occident ne bouge pas, à l'exception de l'Espagne, la Suisse et les Pays-Bas, qui ne se rendront pas à Melbourne, mais en prétextant d'ailleurs plutôt l'absence d'avions. Donc on ne met pas en avant la question politique. Quant au CIO et son président, Avery Brundage, il déclare, je le cite, « Chaque personne civilisée recule d'horreur devant le sauvage massacre de Hongrie, mais ce n'est pas une raison pour détruire l'idéal de la coopération internationale et de bonne volonté, qui est le sceau du mouvement olympique. » Donc on retrouve cette idée d'apolitisme. Alors la Hongrie, elle est bien présente avec 112 sportifs. Tous ne sont pas là. Je pense notamment au nageur Géza Kadas, qui est emprisonné à Budapest. Certains qui ont déjà fui la Hongrie. Les footballeurs, la grande équipe de football de Hongrie, avec Puskás notamment, qui, prévenus des événements dans leur pays, alors qu'ils sont en tournée en Europe de l'Ouest, ne rentrent pas et ne participent pas aux Jeux. Et au passage, notez aussi que sur ces 112 sportifs, 44 ne rentreront pas en Hongrie à la suite des Jeux. Et certains d'ailleurs de ces athlètes vont manifester ostensiblement leur opposition pendant les Jeux aux événements et vont même justement arracher le drapeau officiel de la Hongrie au sein du village olympique. Mais
l'image peut-être que certains ont en tête de ces Jeux, qui est une image forte quelque part de la guerre froide, c'est le fameux bain sanglant, le match de water-polo qui oppose en demi-finale du tournoi la Hongrie à l'Union soviétique, qui se termine dans une bagarre générale, et l'arbitre est obligé d'arrêter la rencontre avant son terme, notamment parce que la sécurité des poloïstes soviétiques n'est plus assurée, ils sont pris à partie par le public. Il faut dire d'ailleurs d'une manière générale que les athlètes soviétiques sont constamment hués par le public de Melbourne. Et donc on a effectivement ici une traduction de ce conflit. Ce qui est intéressant, et je terminerai sur ce point sur 56, c'est qu'il y a une sorte de mouvement plus ou moins spontané lors de la cérémonie de clôture, c'est que les athlètes défilent ensemble. Ils défilent ensemble plutôt que pays par pays, afin de montrer, et vous imaginez que le CIO s'en réjouit, un symbole de paix et d'unité, dont on a vu qu'il était bien loin de recouvrir la réalité du moment. Et finalement, là, c'est cette incarnation de l'apolitisme. Vous l'avez décrit, le match a été terrible, mais on finit l'Olympiade tous ensemble. Voilà. Donc, on va faire un petit bond de 4 ans. On va aller à Rome en 1960. Donc, je m'en réjouis d'avance. Donc 1960, c'est la deuxième période, la deuxième séquence de la guerre froide. D'abord, cette Olympiade, comment elle se présente, et est-ce qu'on peut parler de rupture avec l'Olympiade précédente de Melbourne? Alors en partie, en tout cas, c'est l'image qu'on souhaitait mettre en exergue, non seulement le CIO, mais aussi les organisateurs. Pour l'Italie, tu l'as rappelé, un pays qui m'est cher, je ne vais pas trop développer, mais cette Olympiade, elle est importante parce qu'elle marque la réinsertion internationale de l'Italie à la suite, et bien évidemment, de l'expérience fasciste. C'est aussi le symbole du miracle économique. C'est aussi une vitrine pour attirer les touristes. L'Italie est déjà une destination très, très prisée. Et donc, il y a tout un discours avant, pendant et même après qui tend à considérer que ces Jeux ont été ceux de l'apaisement, que ces Jeux ont été ceux de l'unité. C'est en tout cas le discours que tient Giulio Andreotti, l'indéboulonnable Giulio Andreotti, qui est en charge de l'organisation des Jeux. Et c'est vrai que ces Jeux de Rome sont moins affectés par le contexte de la guerre froide que ceux d'Helsinki ou de Melbourne. On est dans une période qui s'y prête, même si on a traversé une période de grande turbulence, mais c'est la fameuse coexistence pacifique qui est à l'œuvre depuis 1956, qui est symbolisée en 1959 par les visites du vice-président Nixon en Union soviétique et surtout la visite de Khrouchtchev aux États-Unis. Mais cette politique de coexistence, si vous me permettez l'expression, elle a pris du plomb dans l'aile au début de l'année 1960 avec la fameuse affaire de l'avion espion américain U-2 qui est abattu au-dessus de l'Union soviétique quelques semaines avant les Jeux, le 1er mai précisément, et le pilote est capturé, et son procès se tient une semaine avant l'ouverture des Jeux, ce qui n'est pas sans susciter quelques tensions. Pour autant, il n'y a pas d'effet direct, et c'est plutôt, j'allais dire, en coulisses que les choses se jouent, avec notamment une affaire qui a été à l'époque peu médiatisée, quasiment pas. En fait, on en a pris connaissance à la suite de la déclassification des documents de la CIA. Il s'agit de l'opération aérodynamique. Et cette opération, c'est une opération qui est menée par la CIA, qui est engagée déjà dès 1956 et qui n'est pas là aussi sans résonance avec notre actualité, puisque la CIA s'était mise dans l'idée de soulever l'Ukraine contre l'Union soviétique. L'Ukraine déjà ? Oui, et de faire des athlètes ukrainiens, justement, des leviers de ce soulèvement. Donc il y a toute une propagande qui est organisée. On distribue des tracts parmi les athlètes ukrainiens, soviétiques, mais d'origine ukrainienne. Et à Rome, la CIA décide de passer un cran supérieur, c'est de favoriser la défection des Ukrainiens de l'équipe soviétique. Ça ne marche pas,
Hein, c'est un flop, c'est un échec, mais ça montre bien quand même que les Jeux constituent un terrain, effectivement, de l'opposition. Un terrain, bien évidemment, sportif, hein, et Sandrine l'a rappelé, l'Union soviétique continue de dominer les débats sportifs et domine le classement des médailles, du tableau des médailles. Donc, vous voyez, et on pourra revenir aussi, ces jeux, je le dis ici d'un mot, mais peut-être pour susciter la discussion ensuite, c'est aussi, et évidemment, mon voisin Pascal est particulièrement sensible à cette question, ce sont les jeux de la décolonisation aussi, avec une forte participation des États africains nouvellement indépendants, ce qui n'est pas tout à fait anodin dans un pays ancienne puissance coloniale. Merci Stéphane. Avec vous, Yvan, je voudrais qu'on refasse encore un bond et qu'on aille en 68, à Mexico. Alors, il se passe quand même des choses pas sympas avant, avant l'Olympiade. C'est pas toujours sympa les Jeux. Non, c'est pas. Mais on le voit, il y a énormément de tensions, énormément d'événements quand même funestes, et on le verra au cours de nos échanges. Donc, est-ce qu'on peut faire un focus sur Mexico 68 ? Oui, alors Mexico 68, on est un peu en train de se concurrencer pour essayer de savoir quelle est l'Olympiade la plus significative pour les historiens dans la guerre froide. Chacun et on monte en puissance parce que attend que Pascal intervienne effectivement. Donc oui, 68 c'est un contexte, c'est le contexte des années, ce qu'on appelle les années 68, qui ont connu à Mexico et au Mexique un épisode des plus sanglants, puisque quelques jours avant, et c'est totalement imbriqué dans la guerre froide, il y a ce massacre dit de la place des trois cultures. Massacre qui a été perpétré par le régime très anticommuniste du président Ordaz, du président mexicain Ordaz, qui a massacré les étudiants qui manifestaient sur cette place pour protester essentiellement contre, non pas tellement les Jeux Olympiques, mais contre le régime, profitant du fait que les Jeux Olympiques ils sont un jet de lumière sur un pays, on le voit régulièrement, on le verra en 2024, eh bien, profitant de ce jet de lumière, ont manifesté, et le régime qui lui aussi absolument voulait maintenir la paix sociale, on pourrait dire, et assurer que le fait que les Jeux Olympiques puissent bel et bien se dérouler, eh bien, a ordonné directement la massacre des étudiants. Comme dans certains nombres de massacres, je pense au 17 octobre 61 en France, on n'a jamais su le nombre de victimes réelles. Officiellement 4 victimes, et on pencherait plutôt entre 200 et 300. Donc c'est un drame des années 68. C'est, on pourrait dire, un des mai 68 les plus durs, même s'il ne s'est pas déroulé effectivement en mai 68, mais précisément le 2 octobre, 10 jours avant le début de l'Olympiade. Donc ça, c'est un premier point. Le second, qui est très connu, qui est on pourrait dire un des points importants de notre exposition, c'est un moment essentiel qui est d'ailleurs souvent rappelé, c'est évidemment cette question qui touche aux États-Unis en particulier, le racisme contre les Noirs américains, contre les Afro-américains, qui est directement mis en scène pendant l'Olympiade. Alors on a retenu beaucoup le fameux podium du 200 mètres le 16 octobre 1968, où là on a, me semble-t-il, enfin je prône pour ce que je dis aujourd'hui, l'événement le plus important des Jeux Olympiques au sens symbolique. Dans la mesure où on a, tout le monde retient ça, les élèves souvent quand on leur pose la question, ils disent souvent ah oui c'est Black Power, voilà ce qu'ils disent en général. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais bon, c'est une manière d'avoir une sorte d'icône qui est un peu comme la figure de Che Guevara de ces années-là. Souvent ça a été un poster dans les chambres des enfants, sans que finalement il fallait un peu gratter dessous pour savoir véritablement de quoi il s'agissait. Alors il y a une chose qui est importante, c'est que il y a eu un mouvement. Un fil rouge entre nous, c'est finalement les boycotts. Les boycotts, il n'y a pas eu que 80 ou 84, il y a eu finalement l'histoire des JO, c'est une histoire de boycott depuis le début presque. Et en l'occurrence, là, il y avait ce projet qui s'appelait Olympic Project for Human Rights, qui en fait a été lancé en 1967 et qui était un projet dans lequel faisait partie Tommy Smith, le vainqueur du 200 mètres, et qui était un projet qui avait pour ambition d'essayer de boycotter, d'envisager le boycott des Jeux Olympiques de 1968 pour protester justement contre le racisme contre les Noirs américains. Alors le boycott de la part des États-Unis ou peut-être de la part des athlètes noirs américains, qui étaient évidemment les meilleures chances de médaille, notamment en athlétisme, dans ce cadre-là. Donc on peut penser que si les Noirs américains avaient tous boycotté les Jeux de 68, ça aurait été un... Il n'y aurait pas eu de médaille. Il y aurait pas, enfin, en tout cas pas en athlétisme, dans la mesure où on sait ce qui s'est passé par la suite et que je vais dire en 2 mots. Alors effectivement, ce qui est intéressant à noter, je le dis ici, ça renvoie à l'engagement des athlètes.
Tommy Smith faisait partie de ce Olympic Project for Human Rights, était prêt à ce que le boycott se fasse au détriment, évidemment, de sa carrière sportive. Donc là, on a un engagement qui est ferme, et d'ailleurs, il a plusieurs fois rappelé par la suite, mais en 67, il était prêt à ne pas participer aux Jeux pour un engagement. Aujourd'hui, c'est compliqué pour un athlète de décider de ne pas participer aux Jeux pour des raisons militantes. Donc ça, c'est un élément. Alors, comme il n'y a pas eu de boycott, il y a eu un badge, un pins, que tous les athlètes, y compris blancs ou d'autres pays également, ont décidé de porter parfois en solidarité. Donc, le podium 68, nous sommes le 16 octobre, et donc le 200 mètres est remporté par Tommy Smith, John Carlos est troisième, et sur le podium le lendemain, parce qu'en fait il y a eu un temps de réflexion, c'est ça qui est important, on ne le sait pas, la course a lieu le 15 octobre, et le podium a lieu le lendemain, le 16. Et le 16, les deux athlètes accompagnés de celui qui est numéro 2, qui est un Australien, qui fait partie de l'histoire et du décor, j'ai pas le temps d'en parler, mais on pourrait poser la question, eh bien, ont mis en place une scène, c'est une scène de théâtre. Ils viennent, non pas pieds nus, mais en chaussettes noires. Ils montent sur le podium, avec la chaussure à la main, la Puma à la main, une chaussure Puma sur le podium 1, une chaussure Puma sur le podium 3, et lorsque l'hymne retentit, ils ont seulement une paire de gants, l'autre, Carlos avait oublié sa paire de gants au village olympique, et donc c'est une paire de gants qui se partagent, une dans un point, l'autre dans l'autre, et quand l'hymne américain retentit, tout de suite ils baissent les bras et lèvent le poing en l'air. Et cet acte qui dure quelques secondes, qui fige la scène est complètement figée, il y a une photo qui est prise d'un photographe américain qui sera la photo, c'est là, il y en a d'autres, mais c'est celle-là qui reste à celle en couleur, eh bien va devenir une des photos les plus connues des Jeux Olympiques, figeant d'ailleurs un peu les athlètes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Smith et Carlos vivent encore aujourd'hui. Ils ont eu le temps de raconter pendant des différents épisodes dans des documentaires et dans des œuvres d'art aussi, en participant à des œuvres d'art sur finalement ce rapport à la discrimination contre les Noirs aux États-Unis qui est vécu ici. Alors évidemment, je ne vais pas le dire longtemps, mais la conséquence, elle est quand même très lourde. Pourquoi? Parce que cet engagement, finalement, à mon avis, l'acte a porté ses fruits. Pourquoi? Parce qu'on a retenu cette scène, mais eux ont payé très cher. Ils ont payé le prix fort. Très cher, parce que tout à l'heure Stéphane a évoqué Avery Brundage, il est présent, qui est un personnage évidemment président du CIO extrêmement réactionnaire, très anticommuniste, et là la guerre froide se joue à travers derrière le fait qu'il y a la guerre du Vietnam, le contexte est la mort du pasteur Luther King quelques mois plus tôt, donc il y a une sorte de réalité très importante ici, et les athlètes ont payé le prix fort, que ce soit d'ailleurs John Carlos le troisième, Tommy Smith le premier, mais aussi Peter Norman qui avait le badge et qui a accompagné ce mouvement avec un certain accord, je dirais même une certaine fougue. Et juste un mot aussi, quelques jours plus tard, la fin de l'histoire n'est pas celle du podium, il y a eu un autre podium où 3 Noirs américains sont quelques jours plus tard, le 18 octobre, Lee Evans en tête, c'est le podium du 400 mètres. Et eux aussi, mais parce qu'ils sont secondes, ils font après, ne seront pas autant punis, ils ont eux le béret du Black Panther qui sera sur leur tête, sans être aussi punis parce qu'ils ont été des suiveurs, on pourrait dire, par la suite. Et le dernier acte, il est sportif. Quelques jours plus tard, alors on est à Mexico, la température est idéale, l'air, on est à 2000 mètres, c'est des conditions favorables pour l'athlétisme. On a ce fameux acte sportif désormais. Alors, l'acte sportif de Tommy Smith, c'est quand même un record du monde à 19 secondes 83, qui n'a été battu que 10 ans plus tard. Lee Evans, c'était la victoire aussi en dessous de 40 secondes du 400 mètres, et le saut absolument extraordinaire de Bob Beamon, autre noir américain. Alors, autre noir américain qui a sauté à 8 mètres 90, améliorant de 55 cm le record du saut en longueur. Quelque part, il y a Jess Owens dans la mémoire, mais il faudra 91 pour que ce record soit battu. C'est un saut. Alors, certains ont voulu, notamment, parler de la rage noire, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque part au-delà du sport voulu accomplir un geste qui aurait été de venger les siens. Alors on ne va pas extrapoler, effectivement, mais je trouvais que c'était un élément extrêmement central. Et Beamon est dans l'histoire avec Lee Evans, avec Tommy Smith, John Carlos. Donc il y a là effectivement un groupe de contestation, aussi bien dans l'entourage du sport. Un podium, c'est un geste sportif, mais pas tout à fait. C'est comme une célébration de football. Ça a des significations souvent politiques. Et une traduction sportive, peut-être avec un geste qui est un exploit, qui peut-être est aussi une manière d'apporter du militantisme. C'est passionnant, merci Yvan. Nouveau bond, donc là on était à Mexico 68, on ne peut pas ne pas évoquer Munich et 1972.
Alors moi je suis dans les... Oui, pardon. Alors, Je suis dans les plus toujours, hein, parce que là c'est le pire événement des là, Jeux c'est le Olympiques. pire. Non, alors on va essayer... Ces jeux, en fait, ces Jeux de Munich, ils sont censés célébrer la nouvelle Allemagne Oui. démocratique et pacifique. Et c'est malheureusement une tragédie qui se joue. C'est très lourd de symboles, hein, oui, Voilà. c'est très lourd de symboles parce que, alors je pense que le public connaît, en tout cas sait qu'il s'est passé une tragédie en 1972 à l'occasion de ces Jeux de Munich. Il y a évidemment, il y a eu des ouvrages, il y a un film, puis il y a ces photos absolument saisissantes de Raymond Depardon qui a couvert les Jeux Olympiques, hein, le photographe en 64, en 68 et en 72, et il était là au moment où les terroristes ont pénétré dans le village olympique le petit matin du 5 septembre 1972, et il y a des photos qui ont un peu fait le tour du monde aujourd'hui. Hein. Alors oui, le pire événement, parce que dans l'ambition de Pierre de Coubertin initiale, c'est que le village olympique est un sanctuaire dans lequel, même si de temps en temps il est séparé, mais c'est un sanctuaire dans lequel la paix doit rester. Et tout le monde a respecté ça, sauf qu'en 72, il y a eu cette violation terrible, hein, qui est totalement imbriquée au théâtre de la guerre froide. Hein. Évidemment, le panneau 72 de la Casdenne sur cette Olympiade est un panneau qui brûle, hein, me semble-t-il, parce qu'il y a eu quand même... Alors, je ne vais pas raconter l'événement parce que ce serait trop long, mais la tragédie dure toute la journée. Elle commence au petit matin, elle se termine sur un aéroport secondaire de Munich, dans la nuit, hein, à la fin de la soirée, vers minuit, avec quand même 11 morts du côté... de la délégation israélienne, 5 morts du côté des terroristes et un policier allemand. Alors évidemment, il y a plusieurs choses à dire. Hein. C'est que donc évidemment cette prise d'otage elle est totalement liée à la question israélo-arabe. Hein. Bon voilà, donc je rentre pas dans le détail, mais c'est ce commando Septembre Noir qui a lancé cette opération, qui était une opération. Alors pour le dire vite, hein, on pourrait rentrer dans le détail, mais qui était une opération vengeresse par rapport à la guerre des 6 jours en particulier, mais aussi au conflit entre l'OLP et la Jordanie, venger finalement cette situation de faiblesse des États arabes face à Israël et les territoires occupés à partir de 1967. Donc Septembre Noir, ce commando dont le leader est un des rares à avoir échappé à cet attentat à Abu Daoud, hein, qui est mort tranquillement en Syrie en 2010, eh bien ce commando qui va faire que le monde entier va être suspendu pendant cette journée du 5 septembre 72 à Munich. Tout le monde regarde ce qui se passe. Hein, donc, ça, c'est un point important. Et alors, on est dans les Jeux Olympiques, c'est essentiel à prendre en compte, c'est que le lendemain, toujours Avery Brundage, notre fil rouge sur certaines Olympiades, va décider, alors il y a une petite manifestation, disons, d'hommage à ces victimes, et la compétition reprend sans que finalement rien ne s'arrête. Show must go on. Show must go on. Alors, voilà, on peut s'interroger aussi si des compétitions, de quelle manière elles s'arrêtent, de quelle manière elles s'arrêtent pas. Là, il s'agit certainement pas d'arrêter. Alors, je pense pas que Avery Brundage soit le seul à avoir pris la décision. Enfin, il a quand même beaucoup pesé là-dedans. Alors, il y a eu beaucoup de supputations, et je m'arrête là, hein, simplement, pour dire deux choses. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, Munich 72, c'était essayer de laver la mauvaise mémoire de Berlin 36. L'Allemagne, en 72, essaie de... Alors, c'est une Allemagne divisée, enfin, c'est l'Allemagne de l'Ouest, hein, donc c'est une Allemagne divisée, donc la guerre froide est très présente, et en 72, l'Allemagne de l'Ouest essaie de proposer des Jeux Olympiques qui seraient parfaitement organisés, ils l'ont été jusqu'au 5 septembre, hein, avec l'idée d'effacer ce mauvais souvenir de 36, mais... dans les commentaires, il y a évidemment plusieurs éléments très négatifs, considérant que finalement c'est toujours en Allemagne que les Juifs sont victimes. Hein. Voilà un élément qui a été vraiment mis en scène. Et puis également Avery Brundage, qui a été un assez fervent antisémite dans les années 30, hein, eh bien, a été aussi accusé d'avoir finalement laissé se dérouler la compétition parce que son antisémitisme était encore quelque part. Enfin, finalement, Israël n'était pas forcément une nation qu'il fallait défendre dans ce contexte-là. Alors, je pense qu'on a un peu beaucoup insisté là-dessus, mais en tout cas, voilà, les Olympiades de 72 ont enlevé une forme je dirais, de naïveté, ou en tout cas, la fête a été totalement gâchée, et quelque part, tout à l'heure, on parlait de la pénétration du politique. Là, le politique était vraiment au cœur de l'événement. Si je peux me permettre, Yvan, puisque effectivement Brundage est un fil conducteur. Brundage, qui était déjà membre du CIO en 1936, il ne présidait pas le CIO, mais a été l'un de ceux qui a très largement soutenu le maintien et encouragé même l'organisation des Jeux Olympiques de Berlin par le régime nazi. Et il continuera avec grande passion, avec un grand soutien pour tous les régimes racistes que la Terre ait portés. Un grand président du CIO. Paix à son âme. Merci Pascal et Stéphane pour ces précisions. Merci Yvan. Alors Pascal, cher Pascal, hein, donc on l'a vu après les incidents de Mexico et la tragédie de Munich.
Le mouvement olympique souhaite que les Jeux de Montréal de 76 se déroulent sans incident politique. Alors, on y arrive ou pas en 76 ? En fait, ce qui est bien avec le CIO, c'est qu'ils espèrent toujours que les Jeux Olympiques vont être, pendant cette période de guerre froide, totalement mis de côté, une sorte de trêve, cette trêve idéale par rapport à cette guerre mondiale qui traverse avec des conflits chauds, parce qu'on pense toujours que la guerre froide, ce ne sont pas des conflits. On vient de parler d'un conflit très concret au Moyen-Orient, mais qui s'inscrit lui aussi dans la guerre froide. Comme 56 avec Suez, s'inscrivait aussi indirectement dans la guerre froide. En fait, quand on regarde bien, de 1948 jusqu'à la fin, en fait, qui sera Barcelone 92, la guerre froide a toujours résonné, sans aucune exception. Quand vous prenez les avant-derniers jeux de la veille du chute du mur, c'est Séoul. Et Séoul, c'est l'imaginaire qu'on va réconcilier le Nord et le Sud d'une guerre qui a commencé en 1950. Quand tu prends les deux grands boycotts de 80-84, c'est les derniers soubresauts et ça rebondit dessus. Et on vient de voir avec mes camarades que tous les conflits dont on parle, parce que le conflit des Afro-Américains se situe aussi dans un contexte particulier. C'est la guerre du Vietnam. On est là aussi dans un moment de tension par rapport à ça. Et donc après les grands boycotts dont on a parlé, Stéphane en a parlé de 56, on arrive à une date, 76, où quand on demande aux Français, pour vous, c'est quoi 76 ? Généralement, c'est Guy de Ruth. Et quand on demande à peu près à 99% de ceux qui ont vu les Jeux, et on dit Nadia Comaneci. Voilà, les Jeux sont terminés, c'est notre mémoire, elle est sportive. Elle est sportive. Et dans la tête des gens, ce ne sont pas des Jeux qui ont été politiques. Pourtant, c'est le premier grand boycott des Jeux Olympiques. Pourquoi je dis grand boycott ? C'est que d'un seul coup, ce n'est pas simplement quelques nations qui décident de manière assez individuelle de boycotter. Deuxièmement, ce boycott nous interpelle pour autre chose, c'est que c'est un boycott qui vient des sportifs et des sportives. D'ailleurs, ce qui fait énormément réfléchir sur le Qatar, qui dans quelques semaines va avoir lieu pour la Coupe du Monde de foot, d'un boycott qui cette fois-ci ne vient pas des nations, d'une décision politique, mais peut venir des joueurs, qui est aujourd'hui une situation qu'on est en train de voir avec le Qatar, même si on se dit qu'à quelques semaines, un boycott ne peut pas arriver. Oui, s'il va se passer au Canada, c'est à 3 jours des épreuves, voire même au début des épreuves, un boycott généralisé va être organisé. Alors, je ne vais pas revenir ici sur l'histoire de l'apartheid, mais vous le savez que dans le contexte justement de la guerre froide, l'apartheid, ce n'est pas simplement un conflit qui appartient à l'Afrique en tant que tel, c'est un conflit. L'apartheid et l'histoire de la Rhodésie, puisque ces deux pays sont encore sur le devant de la scène à l'époque, c'est aussi un conflit de la guerre froide. Les États-Unis soutiennent dans le cadre de la guerre froide le régime d'apartheid et s'opposent d'une manière extrêmement formelle à toute sanction internationale contre un régime dont ils considèrent en plus, au moment des indépendances et des décolonisations, que c'est un des piliers dans la lutte entre l'Est et l'Ouest. Donc on a cette affaire qui est intéressante et l'Union soviétique, pour une fois, n'est pas aux premières loges. Qui va prendre pour la première fois la main sur ce débat ? C'est les Africains dès les Jeux de 1972. À quelques jours des Jeux, je crois que c'est 2 jours, Bonnel j'étais encore d'ailleurs président à ce moment-là, autant dire qu'il s'énerve quand on lui dit qu'il va falloir faire une motion, lui qui soutient mais à corps et âme la Rhodésie, qui pour lui est le modèle idéal de système politique et l'apartheid. À quelques jours de l'ouverture des Jeux, les nations africaines demandent au comité du CIO d'exclure la Rhodésie. Et la pression va être telle que la Rhodésie va vraiment être expulsée par un vote qui se tient à 2-3 voix d'écart par les membres du CIO, contre d'ailleurs David Banjos, qui est tout à fait opposé à cette exclusion. Déjà, en 1970, il avait dû accepter que l'Afrique du Sud soit sortie du mouvement olympique. Et très honnêtement, il était pourtant très opposé, mais il n'avait pas le choix devant la pression internationale avec les événements qui se passaient en Afrique du Sud. Et là, en 1972, il est obligé de faire exactement, d'accepter cette décision du CIO qui lui échappe. D'ailleurs, il démissionnera quelques semaines après ce vote, en considérant qu'il a été désavoué par les membres du CIO. Et déjà, cette affaire de 72, qui va être totalement effacée par les événements dont vient de parler Yvan, montre que pour la première fois, le continent africain prend non pas une décision individuelle pour chacun des pays, mais prend une décision très panafricaine de se mobiliser, et quand je dis l'ensemble du continent africain, c'est y compris l'Afrique du Nord, de se mobiliser face à un des derniers plus grands systèmes sur le sol africain, mais aussi dans le monde totalement raciste, avec une décision commune. Ça ne marque pas tellement l'opinion, dans le sens où on ne va pas tant que ça soulever ce côté mobilisation des délégations, des sportifs et autres. Et puis on arrive en 76. En 76, les délégations, grosso modo, ne veulent pas appréhender la problématique de l'apartheid. Certains disent, écoutez, l'Afrique du Sud et la Rhodésie ont été retirés du comité olympique, ils ne seront pas présents à Montréal, on n'a aucune raison de boycotter les Jeux. Et donc, on voit bien qu'il y a une sorte de flottement dans cette année 76, surtout que le mouvement anti-apartheid, à ce moment-là, est encore faible. Il n'est pas médiatisé. Mandela n'est pas encore la star qu'il va devenir.
qui va devenir l'emblématique Mandela, qui va porter dans l'imaginaire collectif la lutte contre l'apartheid. En 76, il y a même une sorte de ventre mou dans la mobilisation internationale. Et qu'est-ce qui va se passer en juin 76? C'est Soweto. Et Soweto, d'un seul coup, c'est sur les télés du monde entier, parce que la télé commence à ce moment-là à être le vecteur de diffusion. C'est un massacre généralisé qui montre ce qu'est la réalité de l'apartheid. Et ce massacre va totalement traumatiser à la fois l'opinion publique, qui va prendre conscience de ça, parce qu'au même moment, il y a une campagne internationale contre l'apartheid qui se met en place dans beaucoup de pays européens et aux États-Unis, notamment avec le boycott des oranges, des produits sud-africains, des banques sud-africaines. Et les athlètes se retrouvent, non pas piégés, mais à quelques semaines des JO, à se poser la question s'il est possible d'aller, en gros, à Montréal sans réagir, surtout que l'Afrique du Sud. Et ils vont prendre prétexte d'un événement sportif tout à fait périphérique, qui n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques, qui est une tournée des rugbyman néo-zélandais face à des sportifs, des rugbyman sud-africains, en considérant qu'il faut condamner d'une manière internationale, non pas simplement l'olympisme sud-africain, mais toute pratique sportive avec l'Afrique du Sud. Au nom d'un principe, c'est qu'en Afrique du Sud, le sport, c'est quelque part bien plus qu'une pratique. C'est la symbolique même du pays. C'est d'une certaine manière, en plus, quelque chose qui est dans les passions des Sud-Africains. Et super, Pardon. bien, voilà. Pardon. On avait dit qu'on mettrait de la musique sud-africaine un peu plus tard, au moment de la victoire de Mandela. Yvan, attends un peu, là, le mise en scène, là. J'ai une erreur de timing, c'est ça le problème. Et, en fait, c'est les sportifs qui, en arrivant à Montréal, toutes les délégations arrivent, qui vont commencer à discuter entre elles et à se poser la question si elles doivent participer. Alors, je vais passer les détails, puisque ces 3 jours qui ont, quelque part, mobilisé pour la première fois l'ensemble du continent africain sont fascinants à suivre. Les délégations sont contre, les sportifs ne veulent pas participer, en gros, ils posent leur sac. Donc, vous imaginez les bras de fer avec toutes ces délégations qui insistent pour que les Jeux aient lieu, et ils vont imposer à leurs délégations de ne pas faire les Jeux. Et d'ailleurs, le débat est tellement complexe que les premières épreuves commencent. Le Cameroun, par exemple, et certains pays vont commencer les épreuves, parce que le boycott, ils discutent sur la piste. Certains, à la dernière seconde, ne courent pas. D'autres sont en plein débat, et au bout du 3e jour, le 18... j'ai un trou. Novembre. Oui, novembre. Novembre, c'est pas novembre au Canada, ça doit être le 18 août, je sais plus, j'ai un trou, c'est l'été, j'ai un trou de mémoire, le 18 du mois où ça se passe, mais ça va me revenir. On t'en veut pas, Pascal. 22 nations africaines décident de boycotter les Jeux, elles seront rejointes par une dizaine de nations dans les jours suivants, elles vont être rejointes aussi par l'Irak, la Grenade et d'autres pays qui vont décider de suivre cette idée de boycott. C'est donc pour le CIO une catastrophe et en plus pour les droits de retransmission qui à l'époque deviennent le fer de lance de l'équilibre budgétaire des Jeux, une totale catastrophe. D'ailleurs, certaines mauvaises langues considérant que si Guy Drut a gagné, c'est certainement parce qu'il n'est pas beaucoup d'Africains au 110 mètres, mais aucun Français peut dire ça. Aucun Français peut dire cette chose-là. Nadia Comaneci, elle était à peu près tranquille. Mais dans beaucoup de sports, 441 athlètes, hommes et femmes, en fait, ne vont pas participer aux Jeux, ce qui est énorme. Surtout que des gens comme Bailly, par exemple, qui est un des meneurs, le tanzanien, était la star de l'époque en athlétisme, et aura pu repartir avec 3 ou 4 médailles. Beaucoup d'équipes africaines, parce que le sport, en fin de compte, en Afrique, avait, depuis les années 60 et les indépendances, énormément progressé, notamment en athlétisme, en foot, en boxe, on attendait entre 8 et 12 médailles. Donc là, on a donc un palmarès qui va être pour la première fois massivement bouleversé par un boycott en plus qui va avoir une signification incroyable, parce que là, d'un seul coup, on voit ce que c'est qu'un continent qui, dans sa globalité, pour une idée, et non pas pour une volonté purement, on va dire, politique, pour une idée, en fin de compte, qui est morale, va totalement booster le mouvement anti-apartheid. Ce qu'on a tous oublié, c'est qu'à partir de 76, l'année suivante, l'apartheid va être condamné à l'ONU, d'une manière globale, que ça va devenir l'année de lutte contre le racisme dans le monde. La cause de l'apartheid va devenir, cette fois-ci, un phénomène international. Certes, il faudra encore 15 ans pour faire tomber le régime, mais c'est un moment total de basculement dans la lutte contre l'apartheid. Ça a commencé dans un stade. D'ailleurs, vous le rappellerez que ça continuera dans un stade avec un célèbre concert qui sera mythique sur la question. Ça va être, on a écrit avec Pierre Aski et Farid Abdelwahd dans un livre qui est ici sur Et si la guerre froide recommençait. Et c'est les années 50. Et ça nous interpelle sur justement la manière dont, à un moment, alors que vous auriez posé la question 3 mois avant, personne n'aurait pensé à ce boycott, comment à un moment la congruence des événements amène à ces basculements de l'histoire. Et pourquoi ça se passe dans les Jeux? Mais pour une raison qui est simple. Les Jeux Olympiques, c'est l'événement le plus médiatique au monde. C'est-à-dire que ce qui peut se faire en 72, ou en 68, ou en 76, ou après, avec les Jeux de 80 et 84, vous n'avez à l'époque aucun autre endroit autant médiatique. Vous êtes sûr que la caisse de résonance, c'est 1 milliard, 2 milliards d'individus qui peuvent le voir. Vous êtes sûr que l'image, c'est une image photographique, elle sera reprise sur toutes les couvertures de presse. Et là, il y a une volonté d'empêcher les Africains d'expliquer leur mouvement, en fait. Surtout que 2 nations,
avec qui on ne va pas être gentil pendant quelques secondes, refuse le boycott. À la demande de qui? De la France. Alors, quelles sont ces deux Ah, nations? j'adore ce petit suspense qui monte. Pourquoi? Parce que la France, on l'a tous oublié, est un très grand exportateur d'armes à l'époque, pour l'Afrique du Sud. Déjà, à l'époque. Déjà. Ou encore maintenant, bien entendu. Et la France ne souhaite pas du tout que ce boycott ait la raison. Elle va réussir diplomatiquement à imposer au Sénégal et à la Côte d'Ivoire que même si beaucoup de sportifs ne veulent pas participer aux épreuves, leurs délégations vont imposer à leurs sportifs, sinon sanction, de participer aux Jeux Olympiques et de participer aux épreuves, ce qui va faire que dans les images tournées, on va, alors que très peu ont été médaillés de ces deux équipes, mais on va surpondérer la représentativité de ces sportifs africains pour donner le sentiment à Montréal, parce que le spectacle doit continuer, les médias sont fondamentaux à l'époque, les droits de retransmission, près de 116 pays dans le monde suivent ces Jeux Olympiques, il faut donner le sentiment qu'il n'y a pas de boycott. Il faut donner le sentiment que les Jeux se passent bien. Il faut donner le sentiment de ce que tu disais tout à l'heure, que 76, c'est le moment immaculé. Et d'ailleurs, si on avait demandé à tout le monde ici quel est le premier grand boycott des Jeux, on a tous en tête 80 puis 84, on n'a pas 1976. Merci Pascal. Alors, avant de prendre les questions de la salle, je vais poser à nos intervenants une question avec une réponse express en 1 minute 30, 2 minutes. Donc, je sais que c'est un challenge. Alors, je vais m'adresser à Stéphane. Donc, Pascal a commencé à aborder un petit peu l'aspect médiatisation. Donc, on l'a vu, hein, les enjeux politiques des Jeux Olympiques prennent une nouvelle dimension avec la médiatisation croissante de l'événement. Quelle forme elle prend, cette médiatisation? Elle participe de la guerre des images, hein, d'une certaine manière, qui est aussi la guerre froide, hein, qui est une guerre culturelle, un affrontement culturel, parce qu'effectivement, cette guerre froide, elle correspond effectivement à l'avènement de la télévision et des retransmissions des Jeux Olympiques. Alors, il y avait eu quelques essais en 1936, avec une diffusion très limitée, en 1948 à Londres, hein, mais ça dépassait pas Londres et sa banlieue. Il faut attendre 1960, Rome, pour une retransmission Eurovision. On estime à 500 000 le nombre de téléspectateurs, hein, et cela ne va aller que croissant. Mondiovision à Tokyo, hein, et là on parle grâce au satellite, on parle de 800 millions de téléspectateurs. En 68, évoqué par Yvan, c'est la couleur, hein, et ces images effectivement qui marquent les esprits sont en couleur, jusqu'à effectivement, dans les années 90, hein, jusqu'à aujourd'hui, on est en audience cumulée, bien évidemment, hein, aux alentours de 3 milliards de téléspectateurs, auxquels s'ajoutent depuis Tokyo les visionnages des plateformes numériques, hein, 28 milliards de visionnages de vidéos lors des Jeux de Tokyo. Donc on imagine bien que effectivement l'enjeu à la fois pour les pays organisateurs, hein, qui font de ces Jeux une vitrine, hein, on l'a bien compris, enjeu évidemment décuplé pour les pays participants qui font de leurs athlètes des ambassadeurs, hein, de leur pays et parfois, on l'a dit, de leur régime. Merci. C'est une très bonne transition pour la question que je vais poser à Yvan. Yvan, est-ce qu'on pourrait avoir votre éclairage sur l'émergence des sportifs d'État, hein, sur ces grandes figures? Et après, j'espère qu'on aura le temps d'aborder la question du dopage. Oh là là. Je sais, en 2 minutes, c'est... 1 minute 30. Même 1 minute, toi, encore 1 minute, tu peux répondre, je vais te mettre de la musique. La question du dopage, parce que je pense qu'on aura très certainement des questions. Des questions sur le dopage. Non, mais dire une chose, hein, sur les sportifs d'État, effectivement, bon, sportifs ou sportiveux, hein, Oui, parce que effectivement, il y a je pense que la guerre froide a fait se développer, hein, et c'est lié on va lier les sportifs d'État au dopage. Vous allez voir pourquoi. Parce que la guerre froide a engendré la naissance de figures, hein, qui deviennent. Alors, je pense que ça existait avant, hein, mais là, on a un investissement tel des États sur un certain nombre de champions, hein, qui va être de nature à rendre ces champions quasiment un peu des robots, hein. Nadia Comaneci en est un bon exemple, hein. Comment est-ce que son histoire est celle d'une histoire de capture, on pourrait dire, par la Roumanie de Ceausescu. Il y a toute une histoire autour d'elle. Elle a bien du mal à se dégager de l'emprise de cette dictature en fuyant aux États-Unis, et sa carrière étant celle d'une petite fille, hein, de 14 ans qui atteint un niveau absolument génial. Enfin, quand on regarde la gymnastique en 76, on est soufflé par ce 10 qu'elle obtient,
qui est un... Alors là aussi, c'est un moment suspendu. L'image, L'image elle est magnifique. Fantastique. Fantastique, parce que en plus vous savez que la technique ne pouvait pas afficher 10, donc Le on chrono, était, on a dû mettre un 10 à la craie pour pouvoir afficher ce 10, donc c'était exceptionnel. Et puis bien sûr, c'est l'athlète d'État, on passe tout de suite à l'Allemagne de l'Est, et c'est là le lien avec le dopage. C'est que bien souvent, ce sont ces athlètes femmes qui ont été victimes d'un dopage d'État dont on ne savait pas trop de choses sur le moment, mais dont on a su après que l'Allemagne de l'Est est disparue, à travers les archives notamment, que c'était un dopage organisé par l'État à partir des années 60. Ce pays est absolument intéressant pour notre sujet, la RDA. Pourquoi ? Parce que il a existé beaucoup grâce au sport et en particulier grâce aux Jeux Olympiques, puisqu'il a énormément capitalisé sur la capacité à fabriquer des sportifs qui seraient des sportifs machines en quelque sorte, notamment les femmes, et dans certaines disciplines que sont la natation, l'athlétisme, mais aussi des disciplines comme la lutte, comme la discipline de force. Et je rappelle simplement qu'en 1988, aux Jeux Olympiques de Séoul, la RDA, qui va disparaître 2 ans plus tard, est 2e au classement des médailles. Ce qui est sans commune mesure au regard de l'importance démographique et même géopolitique de ce pays. Oui, le rapport est intéressant en effet. Pascal, alors pour faire le lien avec ce qui a été dit par Yvan sur l'émergence des sportifs d'État, quelle est la symbolique du sportif dans la guerre froide, dans les imaginaires? Alors, je sais en 2 minutes. Non, mais il y a une idée qui est, quand vous regardez toute l'iconographie soviétique ou américaine pendant ces années-là, le sportif, il sort de l'espace sportif à un moment. Vous avez 2 figures qui deviennent, en fin de compte, les combattants de la guerre froide. C'est le cosmonaute ou l'astronaute, celui qui doit conquérir le ciel, qui va aller pour les Américains sur la Lune, pour d'autres, ça va même être un singe dans une petite capsule. C'est d'un seul coup l'emblème de celui qui porte la modernité, le meilleur des régimes. Donc vous avez cette symbolique. Et quand on compare les images américaines et soviétiques de l'époque, c'est incroyable de voir comment ce sont les héros de la guerre froide en fait. Et à côté, c'est le sportif. Et dans toute l'iconographie soviétique et américaine, ces 2 éléments, puisque la guerre ne se passe pas avec du combattant sur la terre, bien qu'il y ait des conflits périphériques, on l'a dit, genre la Corée, indirectement, il faut fabriquer des combattants qui ne sont pas des militaires. Il faut fabriquer des porteurs de la nation ou des couleurs nationales qui ne sont pas des guerriers. Et on le sait très bien, Nicolas Bancel, qui est dans son lit avec son Covid, le dirait, puisqu'il a écrit un livre du sportif au guerrier, enfin du guerrier au sportif, pardon. On voit bien qu'il y a une proximité entre les 2. Et ben voilà, les 2 soldats, si vous préférez, ou soldats, ça dépend, de cette guerre froide, c'est le cosmonaute, l'astronaute, et à côté, le sportif, la sportive, qui vont d'un seul coup, c'est guerrier où il va falloir gagner. D'ailleurs, le leitmotiv, et Sandrine le rappelait hier dans la conférence qu'on a fait sur l'expo à Bégrégoire, c'est il faut être la première des nations au score. Quelles que soient les conséquences, d'ailleurs, humaines, médicales et autres. Il faut démontrer que son régime et son système est le meilleur. Et bien, la meilleure manière de le démontrer, c'est d'aller sur la Lune et c'est de gagner les grandes compétitions. Que fait la Chine aujourd'hui? Elle n'est pas du tout dans autre chose. La Chine va reprendre le même modèle pour cette seconde guerre froide qui a émergé aujourd'hui. Elle va fabriquer à travers ça le modèle aussi de celui qui doit... Je ne sais plus comment on dit chez les Chinois d'ailleurs. C'est ni cosmonaute ni astronaute. Et en tout cas, elle fabriquer ce modèle... Comment? Taïkonautes, merci. Donc les taïkonautes qui sont l'emblème de la réussite chinoise d'être devenue une grande nation. Et à côté, c'est les programmes chinois actuellement sportifs qui sont incroyablement surdémesurés, où la Chine est partie pour rester sur les 25 prochaines années la première nation sportive mondiale. Donc, guerre des étoiles et guerre dans les stades. Très beau. Sandrine, alors je voulais revenir avec vous sur la finale de basket en 72. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça atteste de l'impact de la guerre froide? Alors, avant de revenir sur la finale de basket, je dois le dire, c'est parce que vous me voyez assise, je suis immense. J'ai fait pratiquer beaucoup de basket moi-même. Simplement pour faire le lien entre tout ce que mes petits, c'est pour ça que je peux le dire, assise, et en plus j'ai le micro, donc ils ne répondent pas. Petits camarades ont dit, c'est qu'effectivement, les Jeux Olympiques, dans la guerre froide, et c'était le thème de ce matin, vous l'avez compris, à mon sens, sont vraiment le reflet des Jeux Olympiques que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est né à cette période-là. Quand on a dit que les Jeux Olympiques étaient une vitrine, effectivement, il fallait pour cela, pour montrer la supériorité des modèles respectifs, que ce soit côté américain ou côté soviétique, inventer tout un panel de stratégies.
Et pour le coup, moi, j'utilise souvent l'image du ring de boxe sur lequel vous trouvez les deux camps, d'un côté les soviétiques en rouge et les américains en bleu. Sauf que là, on est moins dans le ring de boxe amateur tel qu'on peut le voir au JO, encore qu'il y a beaucoup de coups bas, mais on est plus dans un ring de MMA, vous voyez. C'est-à-dire tous les coups sont permis. Et dans cette stratégie, on a beaucoup parlé des boycotts, mais il y a effectivement le système de détection précoce, il y a la préparation physique et mentale. Yvan vient de le rappeler, il y a pour la RDA un institut central de médecine qui emploie 2000 personnes quand même pour la RDA, qui fait les fameuses nageuses, vous voyez, hein, donc qui organise un dopage très efficace. Il y a la stratégie du podium, c'est-à-dire le tableau des médailles. Et il faut savoir que l'URSS, on l'a pas rappelé, mais l'URSS, à partir du moment où elle participe, elle est en 1952 la deuxième nation au tableau des médailles, mais ensuite elle truste toujours la première place, hormis en 68 à Mexico, évidemment au moment des boycotts. L'URSS, elle mise sur le sport féminin parce que c'est pas le cas pour le camp occidental, et du coup ça lui permet parfois de ramener plus de médailles que les hommes. Donc c'est aussi ce qui lui permet d'être première sur le podium, ou encore des sports marginaux, donc vous voyez le tir, l'haltérophilie, etc., etc. Et tout cela conduit à la fabrique des héros. Alors qu'est-ce qui se passe à la finale de Munich de basket? Oui, on attend. Pour revenir à ta question. Parce que on a beaucoup parlé, Yvan, on a beaucoup parlé des JO de Munich de 72. Effectivement, ça cache plein de choses, comme l'a rappelé Pascal. Et lors de cette finale de basketball, vous voyez bien, le basket quand même, c'est presque un privilège américain. C'est impossible qu'il se fasse battre dans une finale de basket olympique. Et donc là, pour la première fois, on a URSS versus États-Unis en direct. Donc la guerre froide en direct. Et le score, c'est 51-50. Petit score, mais on n'avait pas les athlètes d'aujourd'hui. Hein. Et puis on peut imaginer que les défenses étaient terribles. Pour qui? Et je ménage un peu le suspense. 51 pour l'URSS. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a une autre stratégie qui se met en place de la part des États-Unis. C'est que d'abord, le comité olympique américain demande à ses sportifs, très sportivement, de ne pas monter sur le podium pour recevoir leur médaille d'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils accusent, ça c'est le premier élément, vous savez, tous les sportifs de salon qui regardent une finale qu'on perd, c'est la décision de l'arbitre, et l'arbitre était communiste, nécessairement. Ou acheter. Et donc, ils dénoncent cet arbitrage. Donc, il n'y a pas les Américains ne montent pas sur le podium pour recevoir leur médaille d'argent. Ils dénoncent cet arbitrage et surtout, ils mènent pendant 2 ans une campagne auprès du Comité international olympique, campagne pour essayer juridique, hein, donc pour essayer d'annuler la décision de cette finale de basket. Et c'est intéressant parce que bon. Ça mène à rien, c'est un échec, hein, l'URSS reste vainqueur, et c'est là où le département d'État américain, donc c'est très politique pour le coup, se lance dans une stratégie de prise de contrôle du CIO, donc du Comité international olympique, pour justement éviter ce genre de soucis. Et donc je pense que c'est assez symptomatique de cette guerre froide et de tout ce qui se produit. Il y a ce que l'on voit, le résultat sportif, et puis il y a derrière toutes les stratégies de la guerre froide et au-delà, pour essayer d'influencer les décisions, pour montrer la supériorité de son modèle. Madame la Présidente, merci de me donner la parole une minute, parce qu'il y a la revanche, oui. En fait. Je voulais juste dire ça par rapport... Il y a eu le miracle sur glace en 1980, pile. C'est la victoire cette fois-ci des États-Unis contre l'URSS. En février 80, en pleine discussion du CIO pour savoir si le boycott de Moscou aurait lieu. Lorsque ce boycott est discuté, puis finalement acté, le lendemain, on est en plein Jeux Olympiques de Lake Placid aux États-Unis, et il y a une finale de hockey sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver qui est, comme le tien, États-Unis, URSS. Et là, chose qui est absolument extraordinaire pour l'époque, hein, les Soviétiques gagnaient souvent parce que l'équipe américaine était faite d'amateurs, et bien ces amateurs ont réussi à remporter le match. On appelait ça le miracle sur glace, hein, et ça a donné lieu d'ailleurs à un documentaire sur l'équipe soviétique qu'on appelle Red Army, hein, on l'appelait Red Army par rapport à la guerre froide, et donc ce moment suspendu autour de la patinoire faisait que le public s'est galvanisé autour de la victoire américaine sur son sol contre l'ogre soviétique, et le reflet de la guerre froide était là aussi très présent. Voilà, merci. Merci Yvan. On va prendre les questions de la salle.
Est-ce qu'il y a des micros? Oui, Je crois et qu'il des y a des micros qui là Au où- début, Alors, vous, Oui. je pense que vous pouvez l'allumer, Il y a peut-être plein le d'autres vôtre. qui se lèvent. sur la Là, droite. Là, À droite, tout à droite, tout en plus. là, voilà. Oui, je voulais savoir s'il y avait une raison pour laquelle, concernant les athlètes d'État, les efforts de l'Allemagne de l'Est se soient portés sur les femmes. Parce que vous avez insisté lourdement sur les sportives, le dopage. Pourquoi les femmes? Je pense qu'il y avait aussi les hommes, et on a beaucoup, nous, insisté sur les femmes dans la mesure où les femmes seront celles qui... Alors ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment étudié, mais je jette ça à la discussion. C'est que les femmes sont celles qui se sont beaucoup mobilisées après coup, notamment parce que leur corps en a sans doute peut-être plus souffert, après coup pour être non seulement... pour faire valoir leur combat... au niveau de la santé, certaines ont eu des graves problèmes de santé à la suite, mais aussi moralement, hein, elles ont considéré qu'elles avaient été, non pas, que leur record n'est pas le leur, qu'il leur a été confisqué. Je pense notamment à la nageuse qui s'appelle Grempel. J'oublie son prénom, hein, mais Grempel, elle a notamment eu des médailles qu'elle n'a plus voulu, et donc, a posteriori, ces médailles lui ont été retirées à sa demande. Donc oui, je pense que c'est surtout la visibilité des femmes est aussi celle de la visibilité des femmes qui ont acté à ce moment-là et qui sont retournées contre cette histoire plus que les hommes. Oui. Hein, Je pense qu'il y a aussi le fait que, ce que disait Sarine tout à l'heure, l'Union soviétique, avec tous les États satellites, va revendiquer qu'il y ait une plus grande participation de femmes. En 1976, les femmes ne représentent que 1/5 des athlètes présents. Et le bloc de l'Est, ayant une politique très spécifique, non pas sur des sports, mais globalement sur le sport féminin, c'est qu'il y a un potentiel beaucoup plus important parce que le sport américain, ou le sport, on va dire, du bloc de l'Ouest, est beaucoup moins fort, il y a moins de politique publique, il y a moins de volontarisme d'arriver à avoir une politique à travers les sportifs dans les pays de l'Ouest. Donc là, il y a un potentiel de médaille. Il est plus facile d'aller gagner des médailles face à un adversaire qui n'a pas une politique publique sur le sport féminin. Donc la meilleure manière, c'est de revendiquer que des épreuves, ce qui n'est pas le cas à l'époque. Je rappelle que la mutation du CIO, il faut la suivre. Si en 2024, vous aurez pour la première fois la parité absolue dans une Olympiade, il a fallu supprimer des sports pour cela, inventer des épreuves qui n'existent pas, pour arriver à obtenir l'absolue parité. C'est pour ça que des sports vont disparaître en 2024 qui n'étaient pas pratiqués par des femmes. Donc c'est par définition l'influence que vous pouvez avoir dans le CIO va faire évoluer et va faire monter trop lentement et très lentement le nombre de femmes, mais ça correspond à un potentiel beaucoup plus fort que d'aller sur des sports où par exemple l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est étaient trop en retard. Et puis la politique de doping, il va lui falloir 15 ans pour être efficace. Vous ne fabriquez pas du jour au lendemain, en dopant vos sportifs, une génération capable de gagner. Donc les deux en concomitance vont permettre au bloc de l'Est, petit à petit, de devenir vraiment, c'est le cas de le dire. Après, ce qui va tout briser, c'est le professionnalisme. Parce qu'avec le professionnalisme, vous rentrez dans une autre catégorisation, où là, d'un seul coup, par définition, les politiques publiques, et la Chine, c'est encore autre chose qui se passe, la Chine, c'est le côté massif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Chine? Vous avez 2 millions de personnes qui sont potentiellement un jour champions du monde, champions olympiques de ping-pong. Donc la politique, elle appuie sur 2 millions. Et oui, au final, vous avez bien un qui sort du filet à papillon. C'est pour ça que ça fait rire beaucoup de monde de dire ça, mais en 2050, si les Jeux Olympiques existent encore, ce qui n'est pas du tout certain, vous aurez certainement sur la piste d'athlétisme du 100 mètres 5 Asiatiques. Je rappelle que si on avait demandé au président ou à Coubertin en 1904 si un jour il y aurait 8 Afro-Américains ou Noirs africains à la finale du 100 mètres, il aurait rigolé. Rappelez-vous Coubertin qui interdisait aux femmes et aux Noirs de participer aux Jeux Olympiques. Donc, peut-être pour prolonger ce que disait Yvan, il y a cette question aussi du rapport au corps. C'est-à-dire que la visibilité, elle est immédiate. C'est-à-dire que les corps se transforment de manière beaucoup plus visible et s'affranchissant sans doute aussi d'une certaine conception du corps féminin que l'on peut avoir notamment en Occident avec ces corps effectivement massifs, musculeux, qui frappent les esprits des contemporains. Je pense que c'est aussi l'une des raisons, effectivement, avec celle énoncée par Yvan a posteriori et Pascal à l'instant, qui participe effectivement de l'impact effectivement qu'ont pu avoir ces femmes du bloc de l'Est, notamment dans la perspective du dopage. Et moi, je terminerai aussi. Effectivement, on parle de visibilité. Je pense que, comme le disait Yvan, ça ne peut pas concerner uniquement les femmes. C'est une pure question de visibilité. Pourquoi? Parce que la RFA et la RDA, en fait, elles n'avaient pas le droit. La RDA, ça devait être une équipe commune jusqu'en 1968. La RDA n'avait pas le droit de participer séparément. Ça, je pense que c'est fondamental. Et c'est à partir de 1968 que la RDA, qui revendiquait une équipe à part, peut participer.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le tableau des médailles donc de la RDA avant 1968, donc quand elle était dans l'équipe commune, c'est une médaille en 1956. Quand elle commence à pouvoir concourir avec son propre drapeau et donc sa propre identité de RDA, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un centre médical qui est organisé avec 2000 personnes, donc en 1976, c'est 80 médailles. Donc comme dit Pascal, ça met un petit peu de temps. Et puis Moscou, en 1980, c'est 125 médailles. C'est la deuxième nation derrière l'URSS au tableau des médailles. Donc on voit bien qu'il y a une véritable stratégie et que ça ne peut pas concerner que les femmes, il y a aussi les athlètes hommes, parce que n'oubliez pas qu'ils ont mis sur des sports marginaux, comme je l'ai dit, hein, le tir, l'haltérophilie, qui sont moins médiatisés, si vous voulez, le tir à l'arc ou le tir à la carabine, on le voit moins à la télévision que le 200 mètres, etc. Et c'est aussi les gymnastes qui sont très présents et qui remportent énormément de médailles. Je crois qu'on a une question. On va pouvoir prendre encore que deux questions, les micros. C'est bon, non. Allez-y. Allez-y. Je reviens un petit peu sur la finale du basket en 72, la victoire des Soviétiques. En quoi ça a accéléré pour les Américains les négociations pour inclure des joueurs NBA dans l'équipe nationale, donc qui conduira à l'avènement de la Dream Team en 92? Il y a deux éléments, peut-être, enfin deux premiers éléments. Tout d'abord, c'est la progressive professionnalisation des Jeux Olympiques et l'abandon de l'une des valeurs cardinales de l'olympisme qui était l'amateurisme. Et par ailleurs, très clairement, dans la problématique que l'on évoque depuis tout à l'heure, eh bien, cette idée de surclasser les autres, surclasser le reste du monde, et en particulier les soviétiques. Je rappelle que pour la NBA, comme pour les autres sports professionnels aux États-Unis, ce n'est pas un championnat américain, c'est un championnat du monde qu'organisent les Américains entre eux. Et puis il y a un double phénomène, c'est le phénomène dans le même temps qu'il y a la professionnalisation qui s'installe, et elle est prégnante, puisque pendant 70 ans, le CIO a eu des débats incroyables avec tous ces sportifs. La plupart d'ailleurs de nos héros, dans les premières générations, ont été expulsés du CIO parce qu'ils sont devenus professionnels. El Wafi est un très très bon exemple, après avoir été faire des courses aux États-Unis. C'est la montée des marques. L'émergence, si vous préférez, à l'intérieur du CIO, d'une logique, pour faire à peu près simple, d'État ou de ville, à une logique où les marques sont aujourd'hui premium, c'est le cas de le dire, pour arriver à... Et les marques qui sont ad vitam aeternam au CIO vont induire une professionnalisation. Parce que la médiatisation et les marques demandent un spectacle. Et il est inconcevable que le plus grand sportif du monde ne soit pas présent. Donc vous avez une congruence à un moment des éléments. Mais le CIO, en fait, a changé. Nous, dans l'expo que vous verrez et dans le travail qu'on fait, il y a à peu près 5 grandes étapes. 5 grandes mues du CIO. Le CIO de 1896 à 1912, c'est plus celui de l'entre-deux-guerres. Et puis celui de la guerre froide, c'est plus celui qui va émerger avec, en gros, Séoul-Barcelone. Et celui du XXIe siècle n'a plus rien à voir avec celui dont on est en train de parler, qui va émerger à la fin de la guerre froide. Parce qu'à chaque fois, le CIO, c'est aussi l'évolution. Vigarello, dans le livre qu'on sort là, au mois de mars, termine cette phrase en disant « Personne ne sait à quoi ressemblera les Jeux Olympiques de 2050 ». Ils auront peut-être lieu dans 30 villes, il n'y aura plus de pays, c'est fini. Ils seront moins massifs, parce que plus aucun maire au monde ne prendra, par rapport à son opinion, la décision de faire des Jeux Olympiques. Ils seront tellement écologiques qu'on ne pourrait même pas imaginer le contraire. Et surtout, le rapport à l'argent sera totalement différent. Mais personne ne sait ce modèle, ce qu'il va donner. Il va être en mutation, sinon, comme dit Vigarello, les Jeux Olympiques disparaîtront. Parce que regardez... Moi, je dirais... Pardon, vas-y. Oui, alors juste le lien direct, c'est ce que je disais, entre cette finale que vous rappeliez, c'est que à partir de là, le comité olympique américain décide de prendre, et le département d'État, donc pour le coup c'est vraiment du haut que ça tombe, département d'État américain se lance dans une stratégie de prise de contrôle de CIO. Et donc il y a deux éléments. Les soviétiques, pour garder l'amateurisme, ils avaient des sportifs d'État en gros, donc qui n'étaient pas payés, mais qui étaient soutenus par l'État. Les Américains n'avaient pas la possibilité de faire ça, et donc c'était les universités américaines qui pouvaient contourner effectivement l'idée des règlements sur l'amateurisme. Et à partir de cette prise de contrôle, dès lors, on peut dire, bah oui, on peut accepter des professionnels, donc des gens qui sont payés, et là c'est
la supériorité américaine de pouvoir financer des sportifs aux États-Unis avec des grosses bourses, etc., etc. Et c'est pas pour rien qu'on a beaucoup de basketteurs, par exemple, français, qui vont jouer en NBA. Eh bien, c'est ça le lien direct, cette finale, l'idée de prise de contrôle et donc le professionnalisme. On peut dire une chose aussi qui est intéressante, c'est à mon avis en 92, quand le sport professionnel, enfin les professionnels sont admis aux Jeux Olympiques, c'est très tard dans l'histoire, 92. C'est justement à la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que la guerre froide est terminée et quelque part on entre dans une nouvelle ère plus, on pourrait dire, puisque désormais la guerre froide est terminée, mais en plus, on peut avoir les meilleurs athlètes du monde aux Jeux Olympiques, un enjeu de survie. Je rappelle quand même une chose qui me semble essentielle, c'est que l'amateurisme n'était pas écrit une fois pour toutes. C'est l'olympisme version Coubertin qui a fabriqué l'amateurisme. Avant Coubertin, il y a déjà des formes de professionnalisme. Donc c'est une idéologie, une sorte de... Enfin, il ne s'agit pas de démonter complètement Pierre de Coubertin, mais il y a une sorte d'OPA qui a été faite sur le sport, en fabriquant cet amateurisme qui va beaucoup servir la guerre... Enfin, beaucoup, à mon avis, servir la guerre froide. Parce que, effectivement, on parle d'amateurisme marron. La France qui n'a jamais véritablement versé dans cette dimension, c'est-à-dire un amateurisme qui serait, bon, ben voilà, le faux amateurisme des Soviétiques, voire même des Américains, les Soviétiques, donc colonels de l'armée ou militaires, et les Américains étudiants. Et on joue beaucoup là-dessus, parce que c'est un enjeu qui n'est pas celui du dopage sur le plan de la tricherie, mais certains sont considérés comme tricheurs parce qu'ils utilisent de faux amateurs. Donc c'est tout un enjeu de guerre froide essentiel sur qui est amateur, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est qui est dopé, qui ne l'est pas. C'est un peu différent. On va prendre une dernière question parce qu'il faut qu'on passe aux conclusions et qu'on libère la salle à 13h précise. Est-ce qu'il y a un micro? Madame qui a tranché. C'est Madame qui a tranché. Désolé. Bonjour, j'aurais aimé savoir s'il y avait des signes avant-coureurs de la dislocation de l'URSS dans les JO. Est-ce que dans les derniers JO, il y a quelque chose qui peut nous amener à penser que c'est en train d'exploser ou d'imploser? C'est un espoir pour Poutine, pour 2024. Non, c'est intéressant à voir parce qu'on scrute toujours les scores le score des nations sportives et leur capacité soit à organiser les Jeux. Sochi a été, en tout cas pour la Russie de Poutine, la manière de montrer que la Grande Russie était de retour. Et on voit que quand un moment, sportivement, et là, ce qui se passe sportivement pour Poutine, si vous regardez bien, il a d'abord perdu sur le territoire sportif sa capacité à un moment à maîtriser, puisqu'il a été expulsé, que la Russie a été expulsée des épreuves olympiques et des Jeux olympiques. Ce qui a été pour la matrice, si vous préférez, d'imposer une politique monde et s'imposer comme une grande nation, un vrai revers pour Poutine. Et donc, qui a tout de suite signifié qu'il y avait une forme de faiblesse du régime qui risquait justement de se passer ce qui se passe. Avec l'Union soviétique, c'était un peu plus compliqué. La mort de Staline est un des exemples, mais c'est trop tôt par rapport au début du processus dessus. Khrouchtchev, on regarde fortement la manière dont, au moment où Khrouchtchev choisit une politique, notamment de détente, tu en as parlé tout à l'heure, la manière dont les résultats vont être donnés. Et bien sûr, on le voit à partir notamment du refus de la Russie, de l'Union soviétique pour en devenir aux Jeux de 84. Beaucoup disent aussi qu'ils ne viennent pas de peur de ne pas être au palmarès. Certes, il y a la réponse de 80, mais de peur de se faire battre sur le sol américain. Donc, il y a des signes, mais en même temps, c'est pas le meilleur endroit où vous voyez justement ces signes de déclin. Généralement, c'est beaucoup plus avec l'Union soviétique par rapport aux guerres de régime internes ou aux conflits externes. On a plutôt regardé la Russie à l'époque et l'Union soviétique à travers la guerre en Afghanistan, qui est un vrai sujet par rapport à 80. Je rappelle que le boycott de 80 est lié totalement à l'Afghanistan. Et vous verrez le débat qui va émerger avec notamment les Jeux de 2024, avec la Russie. On sera encore avec une situation ukrainienne très complexe et il y aura tout un débat sur la Russie pour 2024. Si je peux me permettre, votre question nous conduit aussi un peu à nuancer et à relativiser la place du sport, qui est indéniable, mais il ne faut pas non plus surinterpréter un certain nombre d'éléments liés au sport et à ces grandes manifestations sportives dans le jeu des relations internationales. Il n'en reste pas moins que dans l'exposition, on met en avant un moment symbolique, en 1980, justement, à l'occasion de ces Jeux de Moscou, donc boycottés par les États-Unis et une partie de ses alliés, sauf la France, avec le perchiste polonais, Władysław Kozakiewicz, qui effectivement adresse un bras d'honneur au public moscovite, qui n'a de cesse de le huer, puisqu'il est dans une concurrence directe avec un perchiste soviétique, et on y voit là
eh bien, une manifestation justement eh bien, des premières lézardes qui commencent à fissurer le bloc soviétique avec notamment l'apparition en Pologne du mouvement animé par Lech Walesa, le mouvement Solidarność. Stéphane, un mot sur le fait qu'en 80, quelque part, ce qui est intéressant, c'est, je dis 30 secondes, en 80, les soviétiques ont un discours qui est un discours de spartakiade. C'est-à-dire, quelque part, le boycott, ils le reçoivent presque positivement. Enfin, je veux dire, c'est un manque à gagner pour eux, mais ils le reçoivent positivement dans le discours parce qu'ils disent finalement, on a gagné, on a pris l'olympisme en otage, quelque part, et on reforme les spartakiades des années 20, où finalement ne viennent que ceux qui nous soutiennent, ou en tout cas ne sont pas en désaccord avec nous, et on met les Américains de côté. Donc, quelque part, c'est vu aussi dans le discours comme une sorte de victoire contre les États-Unis. 80, une spartakiade. Et en 84, ils organisent les Jeux de l'amitié, puisqu'ils ne se rendent pas avec leurs alliés à Los Angeles. Alors, en nouveau challenge, en 1 minute pour chacun de vous quatre. Citez-moi l'Olympiade et l'événement de cette Olympiade qui illustre, selon vous, le mieux la guerre froide. Alors, je ne sais pas si c'est directement la guerre froide, mais mes camarades n'en seront pas surpris. Moi, j'ai une affection particulière pour la victoire du marathonien éthiopien Bikila en 1960 à Rome, puisque Bikila remporte ce marathon sous l'arc de Constantin, à l'endroit même où Mussolini, en 1935, déclarait la guerre à l'Éthiopie. Stéphane. Pascal ? Et il me l'a volé, c'était mon bras d'honneur. Donc il vient de vous raconter. Non, mais c'est très bien. Désolé. Et justement, c'est très important d'expliquer parce que quand vous avez un jeune public dans l'exposition, donc je vais en profiter, on explique ce bras d'honneur. Mais avant de montrer l'image du bras d'honneur, on montre d'abord sa victoire. Comme d'ailleurs pour 68, on montre d'abord leur victoire athlète. Parce que pour le jeune public, il ne faudrait pas qu'il pense que ces athlètes ont simplement fait un geste politique qui n'a pas de signification pour leur vie personnelle. Souvent, ils avaient fait 10-15 ans de leur vie pour arriver là. Ils ont sacrifié à ce moment-là, pour beaucoup, l'intégralité de leur vie par rapport à ce geste politique. Donc ce sont des gestes qui sont pensés politiquement, qui ont des impacts personnels ou familiaux. Certains ont eu leur carrière complètement détruite. Je rappelle que Suisse et Carlos devront attendre près de 50 ans pour rentrer et être rendus hommage au CIO. Leurs carrières ont été totalement brisées. Et c'est très important d'expliquer à des jeunes scolaires que ces gestes politiques ont d'abord été précédés par des carrières d'engagement, de sport. C'était d'abord des gamins qui se sont battus parce qu'ils rêvaient d'être des grands sportifs. Sinon, vous perdez la valeur du geste. Et les gestes politiques qui ont marqué l'histoire, dont parle par exemple tout à l'heure Yvan sur 68, si vous ne les mettez pas en perspective, ces gamins pensent qu'en fait, ils sont là, ils font un geste et c'est rien. Mais non, c'est pas rien. C'est tout ce qu'ils ont préparé avant, tout le rêve de leur vie. C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi Jesse Owens a été à Berlin en 1936 et que, notamment la NSACP, les mouvements afro-américains lui mettent une pression absolue pour boycotter les Jeux de Berlin. Et lui dit « Je ne peux pas ne pas y aller. Parce que je serai beaucoup plus prégnant dans l'histoire, dans l'effet que ça produira sur l'histoire des Afro-Américains et notre place dans la cité américaine, que si je boycotte. Je ne sais pas s'il a raison. Par contre, c'est très important de faire réfléchir les élèves sur ses choix ou ses non-choix, ses positions, ses non-positions, parce que c'est aussi une manière très concrète de raconter quelque chose qui est souvent très abstrait quand on est enseignant, la guerre froide. Et là, vous avez des récits d'hommes et de femmes extrêmement concrets qui, d'un seul coup, illustrent ce que ça signifie au quotidien, la guerre froide. Merci Pascal. Sandrine ? Oui, je pense que je commence à déteindre sur Pascal, en fait. Il a des conceptions pédagogiques maintenant. Donc, du coup, c'était les gestes. Pardon, l'éducation nationale a besoin de profs. Ils vont pouvoir recruter Pascal Blanchard. Ce sont les gestes de résistance. C'est une plaisanterie parce que effectivement, on travaille depuis de longues années ensemble et on se retrouve. Les gestes de résistance, on aime ça. Donc, j'aurais mis le bras d'honneur qui a été largement exploité. En fait, c'était plus une réaction à un public qui le huait, qui était le public soviétique, qui soutenait son candidat, donc russe. Et c'est ce Polonais qui en a marre de ce public. Et ça a été surexploité et surmédiatisé par les Américains. Alors du coup, comme Smith et Carlos ont été largement développés, comme Kozakiewicz a été largement évoqué, moi je vais en prendre un tout petit événement, presque extra sportif. Ce sont les 117 athlètes qui fuient en 72 du côté occidental.
Et ça a été largement relayé. Alors c'est extra sportif, hein, c'est pas médiatisé sur le moment, mais qui est repris ensuite. Par exemple, les Américains font faire une tournée à tous les Hongrois qui ont fui aux États-Unis pour montrer, regardez, ils sont venus chez nous comme quoi les valeurs occidentales sont bien supérieures aux valeurs communistes. Voilà. Cher Yvan. Je terminerai par une contre-image, si on peut dire ça comme ça, parce que ça fait aussi partie de l'exposition de la Casden. C'est que, et comme tu es venu sur mes plates-bandes de 72, je vais aller sur les tiennes de 52. En 1952, vous allez comprendre pourquoi. Il y a au coude à coude, alors tout à l'heure on a parlé de basket, on a parlé de hockey sur glace. Je vais dire un sport que peu de gens connaissent, le pentathlon moderne. Il y a une compétition de pentathlon moderne et un Russe, un soviétique et un américain sont au coude à coude et l'américain offre aux Russes une munition pour qu'ils puissent tirer. Et ça casse, quelque part. C'est beau. C'est beau comme du Blanchard. C'était là la musique, hein, c'était là la musique. Ça veut... Non, ça veut dire qu'il faut pas non plus... il faut apporter parfois des nuances et montrer que les images sont parfois de nature à montrer autre chose que cette réalité hermétique qu'on a montrée. On a des images magnifiques, hein, d'ailleurs, hein, des compétiteurs soviétiques aux côtés des compétiteurs américains. Hein. C'est-à-dire que la guerre froide, c'est aussi ça. C'est parfois respecter le fair play pour mieux peut-être développer l'idéologie. Donc cette contre-image, elle me semble belle. Alors, toutes ces images, ces photos, hein, je vous invite à les découvrir tout à l'heure à 14h30 à la bibliothèque Abbé Grégoire. Hein. De nombreux panneaux seront exposés. Je tiens vraiment à vous remercier pour ces échanges nourris, riches, passionnants. Merci à vous. Merci à tous. On a tenu le